Cependant, l'air épais d'Amsterdam augmentait mon état de souffrance et je ne pouvais plus respirer, confessant continuellement brûler du vinaigre dans ma chambre. Le médecin français de mon mari s'alarma de me voir si mal. Madame, dit-il, votre état est inquiétant. Si je dis la vérité, on ne me croira pas, je vous en supplie. Voyez le premier médecin hollandais. Il faut absolument que vous changiez d'air et lui seul pourra le faire comprendre au roi. En effet, ce médecin ici, que l'autre me trouva dans un état très alarmant. Signor, s'il est dit roi, mais je n'entendis parler de rien. Je me sentais mourir si je restais et comme je l'ai déjà dit plus haut, mourir, là, isolé, sans intérêt, sans consolation, était une idée affreuse. Mais comment partir? Je ne le pouvais sans le consentement du roi. Mon mari a passé quelques jours à Harlem avec son fils. J'ai demeuré encore plus seul dans ce grand palais. Une nuit, j'entends tirer le canon, j'écoute et plusieurs coups se succédant. J'appelle mes femmes des chambres comme moi et ne doutons pas du bruit qui frappe nos oreilles. C'est le canon, il est minuit. Quelle raison pour le faire tirer à cette heure? C'est peut-être aussi prix des Anglais. Ils sont maîtres d'Amsterdam. Cette idée, les croit-on, me fit sentir comme un mouvement de satisfaction qu'il faut être malheureux pour éprouver une impression des choix à l'idée de changer de maître de prison. Qui mes enfants, qui mes amis, qui la Hollande me le pardonnant, c'est le seul mouvement d'égoïsme que j'ai éprouvé dans ma vie et ne suis-je pas excusable d'avoir songé un peu, moi, lorsque abandonné de l'univers? Je me sentais mourir. Ce bruit qui avait un moment suspendu mes souffrances pour une espérance vague continuait toujours. Une femme de chambre privée, un domestique qui monte dans les corridors du second étage pour pouvoir mieux juger d'où part le canon et découvre une fenêtre laissée ouverte que le vent frappe par intervalles et dont les sang plongés sous ces grandes voûtes cause notre erreur. Je souris de ma méprise, je rugis d'une émotion de joie que je trouve coupable et je me replonge dans tout mon malheur pour me justifier moi-même par le vu de tout ce que je souffre. Il ne me fut permis qu'une seule fois de recevoir l'ambassadeur de France. Et encore devant mesdames et mes officiers, je lui avais fait demander par madame de Bouber si ce que madame de Broek m'avait raconté sur l'ordre donné par le roi à monsieur Van Manen, son ministre de me considéré. Dans le public avait en effet quelques fondements, mais le confirma en ajoutant même que monsieur Van Manen était prête à les signer. Cependant, mon état épurait chaque jour. Je sentais que si je n'avais le courage de demander à partir, je n'en aurais bientôt plus la force. La terreur qui m'accusait mon mari était toujours si grande que j'osais à peine lui adresser une question. Je me hasardai enfin. Je lui parle de l'air dans cette dame qui mit tout, de sa promesse de me laisser aller aux œufs et du médecin qui me l'ordonnant. Il me fait beaucoup d'objections et décide enfin que je puis me rendre au château des loups, situé en Hollande dans un air milieu qui celui que j'habite. Je me sépare de mon fils avec un profond serrement de cœur, mais tranquille celui. Je l'ai laissé au soir de Madame de Buber. Les loups furent pour moi comme Amsterdam. Je n'avais d'espoir de salut que dans ces bienheureuses montagnes qui avions vu ma brillante jeunesse et dont l'air pur faisait tout le monde envie. Je crois que je ne pouvais tarder plus longtemps à essayer de se remettre autrefois si salutaire
Il n'ose me les refuser, me répondre aux longues lettres sur le sort de mes enfants en Hollande et sur notre commune obligation de leur conserver ce pays. Je ne compris pas alors beaucoup ce qu'il voulait me dire, car j'ignorais que les discussions entre les deux frères en étaient arrivées au point que mon mari craignait pour l'indépendance de la Hollande. J'ai parti avec vous des mesdames hollandaises et mesdames de Rennes et des mamans, deux de mes écuyers, à mesure que j'approchais de la France, je me sentais renaître à la vie. Tout était émotion pour moi. Les premiers douaniers qui parlent ma langue me font battre le cœur. La première montagne que j'aperçois me fait venir les larmes aux yeux. Cependant, j'ai crié de ne pas arriver malgré mon courage. J'étais bien mal. Si je vais peu abuser le froid peint sur les visages de ceux qui m'entouraient. Les paroles échappaient au peuple qui venait me voir lorsqu'on chauchillait mes chevaux. Ah, qu'elle a l'air malade! Elle est mourante! Tout m'apprenait ainsi à quel état j'étais réduite, que je sois une fois à Plombières, me disais-je, je suis sauvée. J'étais une fois chez lui si désiré, mais plus voir ma maladie s'aggravait encore par l'inflammation des poitrines et un crachement de sang. Mon médecin et mademoiselle Cochelet arriveront de Paris. Des bons soins, ma jeunesse, plus de tranquillité d'esprit me rappelleront encore la vie. Madame de Broc courut aussi près de moi, mais toujours si inconsolable de la perte de son mari dont elle ne cessait de m'entretenir, que sa douleur que j'ai partagée trop vivement augmenté ma fièvre lente. Mon médecin exigeait que retourna à Paris pour ne plus retarder ma convalescence. Le repos m'était indispensable et sans cesser quelques coups. Un préfet venait le troubler. On m'écrivit de Paris de l'état affreux du feu qui avait eu lieu chez le prince de Schwarzenberg pendant la fête qui donnait à l'impératrice Marie-Louise. Ma famille, mes amis et avions couru de grands dangers. Le récit de cet affreux malheur devint même un véritable péril pour moi par l'émotion qui me causa dans l'état de faiblesse où je me trouvais. J'ai pris aussi, bientôt après, par un courrier, l'abdication du roi au trône d'Hollande et ma nomination comme régente, conformément à la Constitution. Une inquiétude réelle sur le roi fut mon premier sentiment. On ignorait où il s'était réfugié. Je me le figurais en Amérique, seul, sans cure, sans consolation, son nouveau sort réveillait tout mon intérêt. J'aurais pu croire même qu'il m'était cher depuis qu'il était malheureux. J'écrivis à l'empereur pour calmer son ressentiment et réclamer son appui en faveur de celui contre lequel je le croyais irrité. J'aurais reçu plusieurs courriers par lesquels il m'annonçait son projet de réunir la Hollande et m'envoyait les réponses à faire aux différents corps de l'État qui avaient député vers moi. Le baron d'espérer un peu me prendre ma nomination à la régence. Les lettres de l'empereur renfermaient de sévères reproches sur mon mari souvent un terme énergique et exprimé ou fait simple par lui-même. Les mécontentements éclatés par la violence des expressions. Il me disait, par exemple, les rois partis étaient laissé son fils dans le délire dénouement. J'aurais dû penser que la colère l'emportait, mes yeux frappaient mon cœur. À sous le doigt le plus sensible, l'irritation de mes nerfs, l'agitation continua où me tenait l'arrivée de ces courriers, toutes me disposaient à acquérir les images les plus tristes, celles de mon fils privé de tout appui, souffriait. Seul à moi, j'oubliais le trône où il était encore ainsi peu de le voir que dans un abandon absolu et moi dans l'impuissance de les secourir. À la première nouvelle, je vais envoyer monsieur de maman le chercher, mais l'empereur me devança en expédiant monsieur de Lauriston, un de ses aides-camps.
Et les filles vinrent à Saint-Cloud, près de lui après ses 8 jours de règne, car il avait déjà reçu les sermons des différents corps de l'État lorsque la réunion à la fin se fut déclarée.